Chaque année, pas moins de 700 avions sont livrés aux compagnies aériennes du monde entier par le géant de l'aéronautique Airbus. Et en 2020, ce sera près de 1000 par an, soit près de 3 avions par jour. Fabriquer les avions les plus fiables à un rythme toujours plus rapide, un défi d'envergure pour reconstituer un immense puzzle de pièces. Un avion, c'est quand même des millions de pièces. C'est 1500 fournisseurs qui travaillent sur le programme dans 30 pays. Et pour approvisionner toujours plus vite les sites de production, Airbus a choisi la voie rêvée, l'aérien, grâce à son avion star, le Beluga. Un modèle créé spécialement pour transporter les plus grosses pièces d'avion en construction, comme les ailes ou les fuselages. Le Beluga est un avion exceptionnel de par sa forme, de par son système de chargement, qui est unique au monde. Et avec l'arrivée de l'A380, le plus gros avion de ligne du monde, il faut répondre à un autre casse-tête logistique. Ces pièces aux dimensions hors normes nécessitent une prise en charge totalement inédite. Les moyens de transport sont des barges spécifiques, des navires spécifiques, des camions spécifiques. À travers vents et marées, les pièces d'avion vont connaître d'incroyables péripéties au cours de leur trajet. La mer commence à devenir forte avec des vagues qui vont entre 3 et 5 mètres de haut. Des conditions de navigation périlleuses en mer, un passage en barge planifié à la minute près sur le très redouté pont de pierre de Bordeaux. On peut avoir des fenêtres de passage de l'ordre de 3 minutes en tout. Ces pièces gigantesques finissent leur trajet par un convoi de tous les dangers sur la route. Un itinéraire à bord de camions XXL qui se déroule de nuit. Un voyage sous haute tension où la moindre erreur peut coûter des millions d'euros. Une paire d'ailes, ça vaut 2 fois 40 millions d'euros le bout. 40 millions d'euros. Sur la route, sur l'eau ou à travers les airs, ces convois hors normes vont parcourir plus de 2000 km à travers toute l'Europe, jusqu'à leur site d'assemblage final à Toulouse. 21 jours de périple, entre 6 et 8 mois de fabrication pour que les A320, A350 ou A380 puissent à leur tour tracer leur propre route. Toulouse-Blagnac. Des pistes à perte de vue. D'immenses hangars et des avions en construction de toutes parts. C'est ici qu'Airbus, dès sa création en 1960, a forgé sa réputation de géant. Pourtant, avec des usines ultra spécialisées, réparties aux 4 coins de l'Europe, tout n'était pas gagné d'avance. Pour mettre au point les avions les plus perfectionnés au monde, il a fallu surpasser un incroyable défi logistique. Nous avons 11 sites de production Airbus à travers l'Europe. Chaque site de production a un savoir-faire reconnu et connu. Et de fait, on a spécialisé chaque site sur certaines pièces d'avion. Donc la pointe arrière en fait, est fabriquée sur Hambourg. La section centrale et la pointe avant sont fabriquées sur Saint-Nazaire. Bretonne est en charge de la construction des ailes. Et Cadiz est en charge de la construction de l'empennage arrière. Angleterre, Allemagne, Espagne, France, les pièces d'avion sont acheminées depuis toute l'Europe pour alimenter la chaîne d'assemblage de Toulouse. Le géant A380 et son petit frère l'A350 sont mis sur pied. Pour permettre cet acheminement, Airbus a mis au point 4 principaux moyens de transport. L'avion, le bateau, la barge ou encore le camion. Un système complexe qui permet d'apporter toutes les plus grosses pièces d'avion à la maison mère, Toulouse. À l'aéroport de Blagnac, les avions de ligne en croisent d'autres designs parfois surprenants. Des géants des airs utilisés pour le fret, des avions cargo que l'on appelle Beluga.
Cet avion sur mesure est sans conteste le principal atout logistique du constructeur européen. Il permet de rallier en moins de 2 heures les différents sites d'Airbus. On a construit ce Beluga parce que la spécificité d'Airbus c'est d'être une société européenne. Et la manière la plus rapide d'acheminer tout ce fret vers Toulouse et de fabriquer à flux tendu, c'est justement le transport aérien. En 2017, la chaîne d'assemblage toulousaine d'Airbus a dû sortir près de 80 A350 et pas moins de 15 A380, soit plus d'un avion tous les 4 jours. Thierry Nerkam est pilote de Beluga. Il est l'un des rares privilégiés à pouvoir être aux commandes d'un tel engin. Car il n'existe que 5 exemplaires au monde, tous au service exclusif d'Airbus. On se trouve actuellement au pied du Beluga, l'avion transporteur d'Airbus, qui est capable actuellement de transporter la plupart des pièces des avions d'Airbus. La totalité de son volume est d'environ 1400 m3. 1400 m3 qui représentent environ une centaine de petits camions de déménagement. 56 mètres de la tête à la queue, soit la longueur d'une piscine olympique. Des ailes dont l'envergure est de 45 mètres. 17 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 7 étages. Le front bombé de l'appareil dispose d'une porte géante de 11 mètres de haut qui s'ouvre comme le capot d'une voiture. Par cette ouverture béante, il est possible de faire rentrer des pièces et non des moindres, des portions de fuselage aux diamètres impressionnants et même des ailes d'avion. Nous arrivons maintenant dans le ventre de l'appareil, capable d'avaler 2 paires entières d'ailes de 320 ou alors une aile d'Airbus A350. Des ailes aux dimensions imposantes, près de 23 mètres de long par 10 mètres de large pour l'A320. Pour prendre en charge des pièces si volumineuses, le constructeur Airbus a pris comme base l'A300, le premier avion commercial d'Airbus, inauguré en 1972. Le système révolutionnaire, ça a été donc qu'on est venu le couper à la hauteur du plancher cabine, puis on est venu y mettre des sections par-dessus, et enfin on a rabaissé le poste de pilotage pour pouvoir justement effectuer le chargement au-dessus. C'est vraiment spécifique à cet appareil. L'avion cargo a été configuré pour accueillir jusqu'à 45 tonnes de fret, soit un poids total de 145 tonnes au décollage, le même poids qu'un avion de ligne A300-600 chargé avec des passagers. Aujourd'hui, ce Beluga a un planning bien rempli. Près de 3 allers-retours sont programmés pour convoyer des pièces d'avion. Le cargo effectuera son premier trajet à vide, direction Broughton, dans la filiale en charge de la fabrication des ailes d'avion. Avec près de 120 pièces produites chaque mois, cette usine tourne à plein régime. Le défi est de charger au plus vite les ailes tout juste sorties d'assemblage à bord du Beluga. So the time it takes to load a Beluga charger le Beluga est d'environ 80 minutes. C'est notre objectif du début à la fin des opérations. Mais la moyenne de mes équipes, c'est 65 minutes. À peine arrivé, l'avion est tracté jusqu'au hangar où il pourra prendre en charge sa cargaison. On arrête l'avion, on le récupère, puis avec des communications radio, on l'amène dans le hangar de déchargement. Une fois correctement positionnée, une porte gigantesque va se refermer pour protéger les opérations de chargement. Avant d'ouvrir sa soute, l'avant du Beluga doit être totalement confiné dans ce hangar. Ce n'est qu'une fois à l'abri du vent et de la pluie que l'opération pourra commencer en toute sécurité. On reçoit à peu près 60 Beluga par mois pour approvisionner Toulouse et sa chaîne d'assemblage. À raison d'1 à 4 ailes par trajet, tout est fait pour rentabiliser le voyage à bord de l'avion cargo.
Pour introduire les ailes dans l'avion, un système d'ascenseur capable de porter plus de 50 tonnes est utilisé. Son nom, le Cargo Border. Une vaste plateforme amovible. Le cargo border peut varier en hauteur. Il peut descendre jusqu'à 80 cm près du sol, puis remonter jusqu'à l'avion à 5 mètres, 5 mètres 10. Grâce à ce système, le chargement est alors à niveau et va pouvoir glisser facilement dans l'immense soute du Beluga. Tout a été pensé pour éviter d'endommager le matériel durant cette délicate opération. On va utiliser des rails et des rouleaux qui, eux, sont entraînés par des moteurs électriques. Il y a exactement le même mode de fonctionnement à l'intérieur du Beluga. On peut y charger une longueur d'environ 35 mètres et sur une hauteur d'environ 6 mètres. 6 mètres, cela correspond à un diamètre maxi d'une section centrale d'un 350. Pour le chargement de ce jour, c'est une aile d'A350, soit la pièce la plus longue que peut accueillir le Beluga. Dans l'axe de la soute, il ne reste que quelques centimètres d'espace disponible. Mission accomplie. L'avion cargo peut enfin repartir après une escale de seulement 60 minutes. Direction Toulouse. Depuis 1994, le Beluga reste le moyen de transport privilégié pour convoyer les tronçons d'avions. Mais l'arrivée du géant A380 en 2004 va profondément changer la donne. Au niveau du projet, effectivement, lors du lancement de l'A380, ça a été un des sujets de savoir comment acheminer ici jusqu'à Toulouse ces sections qui sont d'une taille vraiment exceptionnelle. Et tout le système logistique de transport a été revu du fait de la taille de l'avion. Les moyens de transport sont des barges spécifiques, des navires spécifiques, des camions spécifiques. En Allemagne, à 1500 km de Toulouse, une aventure maritime va débuter. L'A380 ne rentre pas dans le Beluga, donc c'était une des raisons d'ailleurs en 2004 lorsqu'on a commencé les premiers transports par voie maritime. Simplement c'était des contraintes dimensionnelles qui faisaient que Airbus est venu au maritime. La ville de Hambourg, en Allemagne. L'un des points de départ de ces navigations au service exclusif d'Airbus. Elle est devenue depuis les années 2000 l'un des centres névralgiques de la logistique d'Airbus. Si le constructeur a choisi de s'implanter ici depuis les années 30, c'est incontestablement pour son port international, le troisième plus grand d'Europe. Le port d'Hambourg a une situation géographique unique. Il est situé à 100 km de la mer du Nord. Et la taille de ce port est équivalente à 10 000 terrains de football. Une surface de 8000 hectares, des dizaines de kilomètres de quais, où transitent chaque année pas moins de 10 000 bateaux cargo. À Hambourg, c'est 140 millions de tonnes de marchandises qui transitent chaque année. Et près de 9 millions de containers. Plusieurs fois par mois, l'avionneur européen affrète d'énormes porte-containers vers ses usines, en Chine ou aux États-Unis. Pour alimenter les différents sites d'Airbus en Europe, toute une logistique se met en place à raison de 2 trajets bateau par semaine. We have an Nous avons notre propre internal aéroport, airport and an notre internal propre harbour. port. That means we're Nous operating opérons avec it notre with personnel. own personnel. Hamburg, we are around about Nous 15,000 avons persons 15 000 working. personnes qui travaillent ici 7 jours 7 sur 7 days et 24 heures a sur week, 24. 24 hours. We are transporting On around about transporte environ 300 300 sections sections a d'avions day. par jour.
We receive 600 On boats reçoit 600 and bateaux et 1,300 1300 belugas a year. Ici, les pièces d'avion commencent un trajet de plus de 2000 km qui vont les mener dans près de 4 ports différents en Europe. The main components Les composants that are principaux built in fabriqués Hamburg ici are sont the les sections front avant du sections, fuselage, which qui is sont ensuite integrated assemblées au towards cockpit à the Saint-Nazaire. cockpit in Saint-Nazaire. À Hambourg sont fabriquées des parties de fuselage de l'A350 ou de l'A380. Des pièces qui mesurent plus de 20 mètres de long et 10 mètres de haut. Pour transporter ces pièces gigantesques, l'avionneur européen utilise des bateaux appelés rouliers. Les rouliers, ce sont des gros bateaux de transport de fret maritime. On en utilisait autrefois pour apporter des denrées périssables, pour amener des bananes, pour amener des choses comme ça. C'est des bateaux dans lesquels on pouvait entrer facilement, qui souvent s'ouvrent vers l'arrière, etc. Airbus a donc fait construire toute une flotte de bateaux sur mesure. C'est le cas du City of Hamburg, un navire cargo de 126 mètres de long pour 20 mètres de large. Un volume de 1450 mètres cubes qui permet de prendre en charge de multiples combinaisons de pièces de l'A380, mais aussi des autres nouveaux avions d'Airbus. Grâce à cet espace faramineux, on peut y charger 5 fois plus de pièces que dans un beluga. Et pour opérer le plus rapidement possible, jour et nuit, les techniciens utilisent des engins roulants qui ne nécessitent l'intervention d'aucune grue. Dans le jargon, on appelle ce système le RoRo. Avec ce système RoRo, on va beaucoup plus vite et c'est plutôt facile de charger les pièces sur le bateau. La même opération avec une grue prendrait bien plus de temps. Le déplacement des pièces s'opère d'abord sur un plan parfaitement horizontal, allant du quai au navire. Pour faire la jonction avec le bateau, une plateforme élévatrice est utilisée. C'est une plateforme de 23 mets de long qui peut porter 200 tonnes. Ça marche comme un ascenseur allant de haut en bas et aussi comme une rampe inclinable qui permet de s'adapter à la marée. Grâce à ce procédé, le City of Hamburg peut être chargé de ses composants majeurs d'avion en moins de 30 minutes par pièce. Alors là aujourd'hui ce qu'on va charger c'est 3 sections d'Airbus, donc 2 sections centrales de 350 et puis la partie arrière d'un A380 qui va arriver. Une pièce de 23 mètres de long pour 10 mètres de haut. Une opération minutieuse où tout se joue à quelques centimètres près. It's possible to move a little bit, just 10 centimeters. À chaque nouveau chargement, c'est un véritable jeu de Tetris qui s'opère dans la sonde. Entre les ailes, les portions de fuselage, toutes les pièces les plus impressionnantes d'un A380 doivent trouver leur place à bord du navire. Ok, excellent. Chacune d'entre elles est ensuite solidement harnachée au socle de la cale. La sécurité d'un tel chargement est primordiale. Les bateaux qui transportent les pièces d'Airbus sont des bateaux qui ont une très grosse responsabilité. Il faut savoir que par exemple, quand on transporte une paire d'ailes, ça vaut 40 millions d'euros le bout. 40 millions d'euros, voyez. Donc il est bien évident que le capitaine du navire va prendre ses dispositions. Pour tout ça, il faut que ce soit très très bien arrimé. Pendant 3 jours, le City of Hamburg va parcourir près de 1600 km. Direction Saint-Nazaire, en France, où le bateau fera escale après avoir traversé la mer du Nord et longé la côte atlantique.
On va traverser la mer du Nord, le Pas-de-Calais. On va tourner à Ouessant pour aller à Saint-Nazaire où on devrait arriver vendredi matin à 4h30 du matin. Ouais, merci. Je te laisse faire les coms. Une navigation loin d'être de tout repos, car une tempête s'annonce sur le parcours, risquant de retarder la livraison des pièces d'avion. Pendant ce temps-là, d'autres pièces sont en phase de terminer ce périlleux trajet maritime. À Pauillac, à 50 km de Bordeaux, tous les tronçons du géant A380 arrivent les uns après les autres pour être acheminés jusqu'aux usines de Toulouse-Blagnac. Un parcours semé d'embûches le long d'un fleuve, la Garonne. Il y a des contraintes nautiques qui font qu'à Bordeaux, nous avons des bancs et que le bateau ne pourrait pas passer dessous. C'est un vrai obstacle pour l'activité nautique. Donc c'est pour ça que nous avons designé des barges spécifiques de façon à pouvoir transférer ces éléments entre Pauillac et Langon. Pour ce faire, deux barges fluviales appelées le Breuil et le Brion entrent en jeu. Elles mesurent toutes deux 75 mètres de long et 14 mètres de large, des dimensions 2 fois plus grandes que des péniches classiques. Normalement en fluvial, une péniche fait 38,50 sur 5 mètres de large, donc on est quand même bien au-dessus. Malgré leur envergure imposante, qu'elles soient chargées de 2 portions de fuselage ou d'une aile, l'un des défis de ces barges sera de franchir les ponts de la Garonne. Pour y parvenir, les constructeurs ont créé un aménagement inédit, une plateforme élévatrice qui s'ajuste en hauteur. Elle permet aussi de faciliter le chargement. Alors ça, c'est une des 2 plateformes que nous avons sur le Brion. C'est le principe du monte-charge. Elle est tenue sur 4 points. Chacun des 4 points, il y a 2 paires de câbles, ce qui fait monter ou descendre la plateforme. Ça nous permet de descendre à fond de cale les sections afin de pouvoir passer les différents ponts qu'on va rencontrer sur la Garonne pour aller jusqu'à Langon. Et pour soulever les pièces et les déposer sur cette plateforme ascenseur, les techniciens utilisent un système appelé moteur propulseur véhicule, ou MPV. Une vaste palette sur roue de 35 mètres de long. Pour effectuer le transport des pièces entre le bateau maritime et la barge, on utilise un MPV qui est un engin de manutention avec un moteur thermique d'une puissance d'un camion qui a 96 roues et qui est équipé d'un système hydraulique qui lui permet de monter et de soulever les pièces d'avion et ensuite, dans l'autre sens, de nous les poser sur la barge. Didier, tu te mets au fond là-bas, s'il te plaît, tu me surveilles le MPV derrière. La puissance développée par ce système hydraulique permet de soulever des chargements pesant jusqu'à 200 tonnes. Et cette plateforme se pilote simplement comme une voiture téléguidée. Allez, c'est bon, quand on pige, si c'est bon, on pige. Le morceau d'avion, il fait 63 tonnes, celui-là à peu près. Mais il peut prendre beaucoup plus que ça. Allez, si on est bon, on va le mettre en place devant la barge. On va se mettre en place devant la barge. Terminé pour les opérations? Oui, terminé. Je préviens le port. Une fois les pièces d'A380 chargées à bord et solidement attachées, la barge peut enfin partir pour une traversée qui va durer entre 8 et 10 heures. Sa vitesse sera de 20 km/h seulement en moyenne. Une progression relativement lente, mais qui relève pourtant de l'exploit. Car sur une bonne partie du trajet, la barge évoluera à contre-courant et devra aussi faire face au vent contraire qui la freine encore un peu plus. Alors ce sont des pièces très volumineuses. Il y a beaucoup de voilure. La voilure, ça représente la surface d'emprise au vent. Ça crée une force sur le bateau. Des forces qui peuvent déséquilibrer la barge à tout moment. Ces péniches doivent donc ajuster constamment leur trajectoire. Les barges fluviales Breuil-Brion ont un certain nombre de spécificités au niveau du pilotage. Elles sont équipées de 2 propulseurs arrière et d'un propulseur avant.
Et le commandant doit combiner tout ça pour diriger le bateau. Ils arrivent à se positionner à une vingtaine de centimètres près sur un bateau qui fait 75 mètres de long. Après 4 heures de navigation, le convoi traverse la ville de Bordeaux, à l'endroit le plus périlleux du trajet, le très redouté pont de Pierre. Un monument historique construit en 1810 sous Napoléon Ier. Il mesure 500 mètres de long et possède 17 arches. L'arche numéro 9, large de 19 mètres, est un passage délicat, car la hauteur de passage peut varier entre 1 et 2 mètres selon le niveau de l'eau. Une traversée très périlleuse pour la barge qui peut effleurer les voûtes à une dizaine de centimètres près. Quand c'est assez resserré, c'est important d'être calme et mesuré pour pouvoir réagir au mieux. À l'approche du pont, la barge doit attendre le feu vert. Elle ne pourra s'engager qu'au moment où l'eau sera au niveau le plus bas. Car même s'il est éloigné de 60 km de l'océan Atlantique, le fleuve est encore sous l'influence des marées. Le commandant dispose d'une fenêtre de tir de quelques minutes qu'il ne faut absolument pas rater. Par les très gros coefficients de marée et suivant les conditions de débit, on peut avoir des fenêtres de passage de l'ordre de 3 minutes en tout. Alors si on rate le créneau, on recule et on fait demi-tour et il faudra viser la prochaine marée. 12 heures plus tard, donc on perd une demi-journée. Un préjudice qui serait alors énorme pour la logistique Airbus et la chaîne d'assemblage finale. La destination finale des barges fluviales, c'est Langon, une petite ville de la Gironde à 50 km de Bordeaux. Ici, plusieurs tronçons du géant A380 attendent eux aussi le feu vert pour rejoindre les usines d'assemblage d'Airbus de Toulouse-Blagnac à 200 km de route. Donc les pièces arrivent d'un peu partout en Europe, sont rassemblées ici et c'est la dernière ligne droite avant Toulouse. Sur ce parking, c'est tout un A380 qui est stocké. Il vient de parcourir un trajet de plus de 2000 km en bateau, puis en barge. C'est ici qu'une nouvelle étape commence, un périple de 12 heures sur la route qui se déroulera sur 2 nuits. Donc ici, nous avons 3 composants de fuselage qui sont l'intégralité du fuselage de l'A380, ainsi que l'empennage, la dérive horizontale. En plus des 2 ailes, ça constitue l'intégralité de l'avion. Donc le convoi va constituer à porter un avion complet jusqu'à l'usine d'assemblage. Pour pouvoir transporter toutes ces pièces sur la route, les logisticiens d'Airbus ont pensé à des camions de convoi exceptionnels, constitués d'un tracteur et d'une immense remorque. Nous utilisons des tracteurs 4 essieux avec des moteurs d'environ 650 chevaux. C'est pas beaucoup plus puissant qu'une voiture sportive classique. Par contre, il y a beaucoup plus de capacité d'arrachement et de traction en montée en particulier. Le tracteur est attelé à une remorque de pas moins de 96 roues, disposée de manière à répartir le poids de ses pièces. Ce semi-remorque imposant mesure au total 50 mètres de long. Pour assurer la sécurité de ces pièces de plusieurs dizaines de millions d'euros, les techniciens doivent respecter un positionnement ultra précis du chargement sur la remorque. Donc on a une remorque qui fait 5 mètres de large et on a un colis qui fait 6,70 m. Donc il faut qu'elle soit pile poil au milieu du colis. Sinon, il faut avancer et recommencer. Un centrage fondamental pour éviter un déséquilibre de la pièce. On n'a que 2,5 cm d'erreur possible droite-gauche, donc si on ne respecte pas ça, ça va au tas. Ça finit par terre. Et il emmènerait la remorque, il coucherait tout, le camion, la remorque, tout par terre. Ça serait dramatique. Ah ben oui, ça serait plus que dramatique, ouais. Surtout ces morceaux d'avion là. C'est très très cher. Les pièces solidement harnachées sur les remorques, le convoi est prêt pour un long périple. Départ prévu 22 heures pour 2 nuits d'un itinéraire routier hors norme. Un trajet à seulement 30 km/h jusqu'à une destination finale, Toulouse. Le convoi itinéraire grand gabarit d'une longueur de 230 km environ prend son origine à Langon et termine à Blagnac et il traverse 4 départements, la Gironde, les Landes, le Gers et une partie de la Haute-Garonne. Dans quelques heures, la circulation sera coupée et les camions pourront enfin prendre la route. Du
côté du Beluga, le temps est compté. Durée du vol, 1h30, avec aux commandes un équipage de 3 personnes chargées de transporter un fuselage d'A320 jusqu'à l'usine d'assemblage de Toulouse. Une cargaison exceptionnelle dans un avion surdimensionné qui demande des précautions de pilotage bien particulières. La particularité, c'est la façon dont il évolue dans l'air. Il n'y a pas d'autre avion qui véritablement bouge de cette façon-là, notamment dans les phases d'approche et d'atterrissage, dans les conditions de vent de travers et dans les conditions de turbulence, toujours liées à son fuselage qui est très important. Mis à part sa grande sensibilité au vent, le Beluga se pilote comme un avion de ligne classique. Pour se poser, il n'a besoin d'aucune longueur de piste supplémentaire. À l'aéroport de Toulouse-Blagnac, son arrivée est surveillée de près au sein de la vigie Airbus. Une tour de contrôle spécialisée qui coordonne les rotations des avions du constructeur. Un lieu unique en France où l'attention est omniprésente. Beluga 114 Delta Saint-Martin, whisky rappelé prêt à copier la clairance. Et lors de grosses journées, on a facilement une dizaine de départs-vols Airbus sur l'aéroport et donc une dizaine de retours pour la plupart. En plus des décollages et atterrissages des avions de la flotte, les contrôleurs doivent gérer les manœuvres de ces géants. À l'intérieur du Beluga, la vision du pilote est assez restreinte. Il n'aura pas de visibilité. Donc il faut qu'on s'assure et qu'on le mette dans une situation de sécurité pour qu'il puisse rouler jusqu'au point d'attente. Ce n'est qu'une fois le Beluga bien garé dans le hangar que les aiguilleurs des pistes peuvent enfin souffler. D'être au milieu de ce trafic-là, avec ces avions-là, qui sont quand même des avions importants, c'est un petit peu comme un jeu vidéo où on organise tout notre petit trafic, et quand tous se coordonnent comme on le veut, c'est quand même une sensation fabuleuse. Cet après-midi, c'est une section d'A320 qui arrive directement de Saint-Nazaire avec le Beluga numéro 3. Une équipe va prendre le relais pour décharger cette pièce gigantesque. Une opération réalisée selon un planning calibré à la minute près. Les différentes étapes du Beluga sont l'arrivée de l'avion, sa rentrée dans le hall de déchargement, son transfert des sections à l'intérieur du hall, puis après éventuellement les visites avant vol pour qu'il puisse repartir. Cela dure exactement 100 minutes. Afin d'assurer la sécurité de la cargaison, les techniciens utilisent un système de vérins permettant de stabiliser l'avion pendant l'opération de déchargement. L'utilité de ces vérins est de toujours avoir l'horizontalité de l'appareil et surtout la même hauteur, puisque lorsqu'on va venir sortir une charge, on va lever, suivant le type de charge, environ 15 tonnes, 20 tonnes. Du coup, l'avion va avoir tendance, bien entendu, à vouloir descendre ou monter. Et donc ces vérins vont toujours s'assurer, ils discutent entre eux avec un ordinateur et vont s'assurer d'avoir toujours la même hauteur. Pour sortir ce fuselage géant du ventre de l'appareil, les opérateurs utilisent, comme pour le chargement, un système composé de rouleaux entraînés par des moteurs électriques. Ce morceau de fuselage va être transféré sur un quai, puis après il va être levé avec un pont, mis sur une remorque et amené dans la chaîne d'assemblage. Le Beluga, quant à lui, reprendra ses multiples rotations à travers l'Europe, avec un objectif inchangé depuis 20 ans, approvisionner le plus rapidement, sans discontinuer, le site d'assemblage toulousain. La logistique Airbus est un balai permanent de centaines de pièces aux 4 coins de l'Europe. Bien que parfaitement rodé à l'exercice, pour les équipes, la tension est toujours maximale. À près de 1500 km du site de déchargement du Beluga à Toulouse, des tronçons d'A350 et même un fuselage arrière d'A380 sont en cours d'acheminement à bord du City of Londres. Pendant 3 jours, ce gros navire maritime va parcourir la mer du Nord et l'océan Atlantique, direction Saint-Nazaire, où le bateau fera escale. Il y a 2 zones délicates qui sont à surveiller. Il y a premièrement Calais parce que c'est très restreint et qu'il y a des bateaux qui croisent. Il y a les ferries qui font France-Angleterre.
Et il y a Ouessant, parce que l'hiver, toutes les dépressions venant de l'Atlantique et de l'Ouest, quand on tourne pour retourner à Saint-Nazaire, on a du mauvais temps et on peut rouler. Donc on doit surveiller ça. Aux commandes de ce mastodonte des mers de plus de 5500 tonnes, c'est Jean-Yves Armand, qui officie depuis plus de 7 ans. Donc là, on a entre 40 et 50 nœuds de vent, à peu près 72 km/h. La mer commence à devenir forte, avec des vagues qui vont entre 3 et 5 mètres de haut. Pour parer à tout danger, l'ordre est donné à l'équipage de remonter au maximum les ancres pour éviter qu'elles ne heurtent le bateau malmené par les conditions météo. Little bit dangerous. Yes, it's okay for the uncles? Almost, sir, almost. À quelques dizaines de mètres de là, la cargaison est scrutée de près par le chef mécanicien. Grâce à un aménagement particulier du bateau, cette marchandise a pu prendre place dans les cales de 1450 mètres cubes du navire. Un véritable puzzle. Toute cette partie-là, sur 2 niveaux, a été découpée pour créer cet espace supplémentaire. Donc en fait, on a enlevé environ 250 tonnes d'acier. Ça représente la masse de l'A380 une fois chargée en combustible et avec ses passagers. Par exemple, là, la pièce de gauche, l'A350, n'aurait pas pu rentrer puisqu'il y avait un pont qui serait venu aux 2/3 de sa hauteur obstruer son positionnement. Au cours du chargement, ce sont près de 30 chaînes qui ont été placées autour des 3 pièces d'avion. Avec les mouvements du bateau, il faut vérifier que la tension ne faiblit pas. Sinon, les pièces pourraient se déplacer dans la cale avec le risque de sérieusement s'endommager. C'est vrai que c'est très volumineux. Après, l'espace cargaison est aussi volumineux. Et les risques, c'est en cas de très très mauvais temps qu'il puisse se déplacer un peu à bord du navire. Cette opération est répétée au moins toutes les 4 heures. Depuis son poste de commandement, le capitaine garde lui aussi un œil sur le précieux chargement grâce à une caméra braquée en permanence sur la soute. Alors, on vérifie la cargaison toutes les 4 heures. S'il fait mauvais, le risque de ripage, c'est-à-dire que la cargaison bouge, est essentiellement plus important. Donc on va augmenter ces contrôles à la caméra et en vérifiant la bonne tenue des chaînes. Aux commandes, il fait tout pour éviter les plus grosses vagues. On est en train de faire des zigzags pour éviter le roulis qui est de travers à nous. Là où il est de travers à nous, donc on roule beaucoup. Donc on fait des zigzags pour rester à peu près droit. En pleine tempête, la prise au vent de ce bateau de 30 mètres de haut est importante. Pour limiter les mouvements de roulis, c'est-à-dire les mouvements latéraux du navire, le capitaine peut compter sur un équipement indispensable, le stabilisateur. Il s'agit de 2 plans horizontaux qui peuvent être déployés sur les flancs latéraux du bateau et viennent compenser les mouvements du navire pour réduire leur amplitude. C'est des ailerons qui font comme ça, donc qui appuient sur le bateau pour l'empêcher de s'enfoncer et qui compensent les mouvements du bateau et qui évitent qu'on roule trop. Ça serait 10 fois pire si les stabilisateurs n'étaient pas là. Même en conditions de mer agitée, impossible de prendre du retard. Le bateau doit parvenir à boucler son trajet dans le délai imparti, 3 jours maximum, sans quoi toute la logistique d'Airbus serait impactée. Donc voilà, on est arrivé au quai Roro 3 de Saint-Nazaire. En gros, on a parcouru 1500 km, on l'a fait en 60 heures, donc ça fait 25 km/h, donc on va moins vite qu'un coureur du Tour de France. Mais on a transporté nos pièces, malgré le mauvais temps, effectivement, on est arrivé à l'heure.
c'est vraiment une fierté de transporter des pièces d'A380. L'équipage restera mobilisé pour une durée de 2 mois afin d'assurer les autres trajets des pièces d'Airbus avant de prendre enfin du repos. À Saint-Nazaire, il faut décharger la pièce d'A380 pour la transférer au plus vite sur un autre navire Airbus. Un changement de bateau permettant de regrouper tous les tronçons d'A380 et ainsi de convoyer un avion complet plus rapidement à Pauillac, près de Bordeaux, où cette formidable aventure logistique pourra continuer. Ici au Offenbourg, on récupère la section arrière de la 380. À cette section arrière, on va rajouter la section avant, produite à Saint-Nazaire, et également la section centrale. Et donc ces 3 éléments, plus le plan horizontal, complètement arrière de la 380, vont être chargés pour être envoyés à Pauillac. Voilà. À bord des navires, les pièces d'avion d'une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros vont continuer leur épopée jusqu'à l'estuaire de la Garonne. Il faudra encore en prendre soin pendant 1 nuit avant d'emprunter un autre moyen de transport. La prochaine étape, une remontée de la Garonne avec un passage sous le très redouté pont de pierre de Bordeaux. Le commandant de la barge doit se concentrer au maximum, car l'espacement des arches du pont ne laisse qu'un mètre de marge de chaque côté du bateau. Un passage très étroit aussi pour la marchandise. Les 2 tronçons d'avion ont dû être positionnés le plus au fond de la cale grâce à une plateforme ascenseur afin d'éviter que la cargaison ne heurte la voûte du pont. Toutes les conditions sont bonnes là, donc on va s'élancer pour franchir le pont de pierre. Le bateau va pouvoir s'élancer sous le pont de pierre. Un moment sous haute tension pour le capitaine et dont le public massé sur le pont ne perd pas une miette. La suite du parcours, 4 heures de lente remontée du fleuve à 11 km/h jusqu'à Langon, le terminus fluvial. Il faudra au total 4 voyages en barge pour permettre à toutes les pièces d'un A380 de gagner Langon, à 100 km de Pauillac. Au-delà, le fleuve n'est plus navigable. Après avoir effectué un voyage de plus de 3 jours à bord des navires maritimes et une lente remontée en barge sur la Garonne, ces pièces gigantesques d'Airbus s'apprêtent à effectuer leur dernier trajet, cette fois-ci sur les routes du sud de la France. Allez, messieurs, bonsoir. Départ prévu dans quelques minutes. Ce soir, vous n'avez plus le groupe, s'il vous plaît, les gars. Je rappelle pour les vitesses en accoutumance au départ, 15 km/h. Après, une fois que tout le monde est bien en place, je rappelle qu'avec les ailes, on peut rouler à 40 à l'heure. Et maximum avec les 6 lignes, on pourra rouler jusqu'à 50 km/h. Les difficultés, tout le monde les connaît. L'objectif pour cette équipe de plus de 40 personnes, acheminer les 6 parties de l'Airbus A380 jusqu'à la chaîne d'assemblage à Toulouse. Un périple de 12 heures. Bon, je rappelle pas la parole terminée. Ok, merci Normand. À 250 km de là, à Toulouse, les équipes dédiées à la surveillance routière sont sur le qui-vive. Un tel convoi ne peut partir à l'aventure sans une surveillance et une coordination centralisée. Le système d'exploitation est le système dit de la bulle, c'est-à-dire que le convoi progresse sous coupure de secteurs de circulation, des secteurs qui peuvent aller de 5 à 30 km. C'est depuis ce centre que les tronçons de route sont fermés à la circulation, grâce à plus de 40 barrières et 120 panneaux à messages variables. Donc vous me confirmez bien le départ du convoi. Ok. 22h pile, le top est donné. Le convoi le plus à risque, c'est celui qui transporte les ailes de l'A380. Des pièces de plus de 30 mètres de long, pour
15 mètres de haut qui nécessite une conduite très lente. Pour autant, il ne faut pas retarder l'avancée du convoi tout entier. Et pour transporter cette pièce délicate, il faut une longue expérience en tant que chauffeur de convoi. Thierry pilote ces engins depuis près de 10 ans. Malgré plus de 200 voyages, la vigilance est toujours de rigueur. On va faire très attention à tout ce qui concerne les gyrations à droite ou à gauche. Dans les ronds-points, dans les intersections, on va tourner. Le bout de l'aile va balayer énormément et va se rapprocher très près des lampadaires. Ça, c'est notre souci principal. L'aile dépassant de 15 mètres à l'arrière du camion risque de percuter le moindre obstacle présent sur les bordures de route. Quelques kilomètres plus tard, la première difficulté du parcours, le village de Gimont. À Gimont, en difficulté, on avait le passage du pont. Donc avec un virage serré à gauche, très serré, les roues à ras du trottoir de chaque côté et un fort balayage de l'aile à l'arrière. Donc en plus il y a un arbre. En continuant, il y a une grande montée. Pareil, avec le poids, c'est assez délicat. Donc il faut faire attention, mais ça s'est bien passé. On n'a eu aucun souci. Tout ça grâce à nos guideurs, toujours à l'arrière, qui nous surveillent. Pour lutter contre la fatigue, une pause de 45 minutes est octroyée aux pilotes. Ça leur permet aussi de décompresser et de se préparer à la deuxième partie de nuit qui est beaucoup plus technique pour eux et donc beaucoup plus difficile. Et dans à peu près quelques minutes, on va commencer à remettre un peu de pression aux gens. Ils vont revenir au véhicule, remonter, démarrer et attaquer cette fameuse partie qui est la plus délicate, pour nous la plus difficile aussi nerveusement, parce qu'il faut une concentration maximum pour les vignacs. À peine reparti, le responsable sécurité du périple est informé qu'une voiture est stationnée sur le côté d'une route à 15 km de là, empêchant la progression du convoi sur le parcours. Golf et Charlie de Bravo 1, je suis à l'arrière du convoi. Il faut vite regagner l'avant du cortège. Un jeu de pilote de rallye commence alors. Maintenant, on va faire un truc que j'adore, c'est qu'on va doubler le convoi par une piste parallèle. J'ai 3 km pour passer sur l'avant du convoi. Je vais attaquer la piste cyclable. À Golf et Charlie, je suis en train de remonter sur Echo 8, Echo 6, Echo 7. Alors là, c'est un moment de concentration maximum parce qu'à tout moment, peut me surgir un animal, avoir un piéton. Donc on va leur mettre un petit bruit de façon à réveiller un peu tout ce monde. En attendant le travail de la dépanneuse, c'est le convoi tout entier qui doit s'arrêter. On va s'arrêter ici au niveau du feu, on va s'arrêter. Nickel. Ok, bien reçu, on a Delta en face de nous, je peux te avec moi, on va partir. Ok. Il faut faire vite. Il ne reste que 2 heures avant la réouverture de la route au public. Le véhicule a été dégagé, on va reprendre la progression là. La voiture enlevée, le convoi peut repartir vers le passage le plus étroit du parcours, une traversée de la ville de Lévignac. Une difficulté particulière pour le fuselage central et son diamètre de 12 mètres, qui passe à moins de 30 cm seulement des toitures. Plaqué au caniveau là, Didier, côté le fêtage. Serrez-vous s'il vous plaît. Les pilotes peuvent terminer tranquillement la route jusqu'au parking de la chaîne d'assemblage d'Airbus à Toulouse. Donc les tronçons arrivent généralement vers 3 h du matin, d'accord, pour un besoin en chaîne d'assemblage qui est le jour même, durant la journée. C'est-à-dire que nous avons
Nous avons 3 heures de battement entre une arrivée sur le parking et le besoin de la chaîne d'assemblage. Une précision à quelques heures près sur un trajet de plusieurs dizaines de jours afin de ne pas retarder l'assemblage de l'avion. Entre la première pièce et la livraison à la compagnie aérienne, il se passe 9 mois, dont 21 jours de transport. La mission est réalisée, les composants sont arrivés, ils sont à l'heure et en état. Des pièces qui auront parcouru 2000 km par les mers, fleuves et routes de France et d'Europe. Quelques minutes après leur arrivée, les sections principales de l'A380 vont être assemblées dans cet immense hangar, capable d'accueillir 8 A380. En plus des gros tronçons, des milliers d'autres petits composants sont livrés pour modeler un avion, une opération appelée moulage. Le moulage, c'est un vrai jeu de puzzle. Chaque pièce va s'emboîter au millimètre ou au dixième ou au centième de millimètre, ça dépend des pièces. Pour fixer les tronçons entre eux, j'ai besoin de 19 000 fixations. Et pour fixer les voilures aux tronçons, j'ai besoin de 4 000 fixations. Équipements électriques et électroniques, assemblage des trains d'atterrissage et des moteurs, peinture et aménagements intérieurs, il faudra encore plusieurs semaines pour que l'avion s'envole enfin avec ses premiers passagers. En attendant, les pièces gigantesques vont continuer leur sinueux parcours à travers les airs, les mers, les fleuves et sur les routes d'Europe. Beluga, navires maritimes, barges fluviales ou encore camions, la logistique Airbus n'a cessé d'évoluer au fil des constructions d'avions. Un savoir-faire mondialement reconnu qui permet aujourd'hui à chacun de voyager aux 4 coins du monde.